OK. Bonjour. Écoutez, en premier lieu, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Je voudrais surtout féliciter les organisateurs, puis là, je voudrais peut-être le PDG du CIUS pour le courage qui a témoigné de permettre un colloque sur un thème, à mon avis, qui est assez pertinent dans le contexte actuel, qui est l'évaluation au cœur des transformations. Vous êtes d'accord avec moi que dans le contexte actuel, l'évaluation n'est certainement pas la priorité. Je pense que c'est un énorme problème. Je vais donc, au cours de ma présentation, tenter de répondre rapidement aux deux questions qui m'ont été posées. La première question, c'est savoir quelle devrait être la contribution de l'évaluation dans le cadre de changement actuel. La deuxième question, quelle stratégie à mettre en place pour promouvoir ce type d'évaluation? À la première question, vous allez convenir avec moi que je dis que l'évaluation doit avoir une contribution majeure, surtout dans le cadre de changements dont les effets escomptés ne sont pas connus et dont les effets escomptés peuvent être excessivement importants, comme c'est le cas actuellement dans la réforme actuelle. Mais la juste importance puis la juste place de l'évaluation ne me semble pas être reconnue actuellement à sa juste valeur. Si je tente de synthétiser, il y a deux visions de l'évaluation. La première vision est celle que l'évaluation, c'est une composante de la planification. Je me souviens, au début, à l'université, on enseignait uniquement la planification. On n'enseignait pas l'évaluation. L'évaluation était la dernière étape de la planification. Aujourd'hui, ça change beaucoup. Donc, elle était vue vraiment comme étant quelque chose qui venait confirmer les appréhensions des preneurs de décision. Ce que je vous dirais, c'est exactement la vision de l'évaluation qui me semble prévaloir actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il a été maintes fois exprimé par le ministre qu'on va évaluer la réforme en 2018. Dans le fond, quand toute la réforme aurait été mise en œuvre. Donc, l'évaluation est perçue comme étant la dernière étape de la planification. Ce que je vous dirais, cette conception d'évaluation-là peut avoir un certain sens, mais ça prend des conditions très spécifiques. Les conditions spécifiques, c'est qu'il faut que l'objectif poursuivi soit clair, soit précis, soit accepté de tous. Il faut qu'il puisse être possible de faire l'inventaire de l'ensemble des moyens requis pour atteindre l'objectif. Il faut déterminer l'efficacité relative de chacun des moyens pour atteindre l'objectif et surtout, il faut postuler que l'efficacité des moyens est la même partout, indépendamment des contextes, indépendamment des acteurs. C'est d'ailleurs ce que le ministre dit souvent quand il dit, il n'y a pas si longtemps, le problème est le même partout, la solution est donc la même partout. C'est vraiment cette conception-là de l'évaluation que possède le ministre actuellement. Si j'arrive à... C'est quoi? Les conditions requises sont rarement présentes dans le réseau de la santé. Dans le fond, je vais expliquer un tout petit peu pourquoi, mais si ces conditions ne sont pas présentes là, la première conception ou vision de l'évaluation est complètement dépassée pour les organisations de santé. C'est ce que je vais tenter de vous démontrer un tout petit peu dans les minutes qui viennent. Quelle stratégie qu'on doit adopter pour mettre en place ce type d'évaluation? Mais ce que je vous dirais, c'est que c'est la deuxième vision de l'évaluation qui s'applique pour les organisations de santé. La deuxième vision, c'est l'évaluation, c'est une fonction qui aide le preneur de décision à orienter et à modifier les changements pour permettre l'atteinte des objectifs. Elle aide le preneur de décision sur la base d'informations et non pas sur la base d'intuition, comme la planification peut le faire. Cette vision de l'évaluation commande une stratégie complètement différente de la première vision. Dans le fond, je me limiterai à présenter 4 composantes de la stratégie à développer pour s'intégrer dans la deuxième vision de l'évaluation. La première composante, c'est le choix des objectifs à atteindre. Écoutez, les organisations de santé poursuivent simultanément plusieurs objectifs. Souvent, sinon presque toujours, plusieurs de ces objectifs sont paradoxaux, c'est-à-dire que l'atteinte des uns va à l'encontre de l'atteinte des autres, comme tel.
Un meilleur exemple que je vais vous donner, c'est la qualité puis l'accessibilité. L'accessibilité peut requérir, par exemple, une certaine déconcentration des services. La qualité peut requérir une certaine concentration des services. Comment on fait la limage entre les deux? De plus, l'importance relative des objectifs à atteindre varie selon la position des acteurs dans le système. Vous allez convenir avec moi que les objectifs ne sont pas les mêmes pour le ministre des Finances, le ministre de la Santé, ça, je ne suis pas sûr, les administrateurs des établissements, les professionnels de la santé, les aidants naturels et ceux qu'on oublie souvent, les patients puis la population. Ces deux constats-là ont des implications majeures sur la stratégie d'évaluation à privilégier. La première implication, c'est de limiter le nombre d'objectifs poursuivis. Écoutez, plus le nombre poursuivi d'objectifs est grand, plus le caractère paradoxal augmente. Et ça de façon presque exponentielle. Pour limiter le nombre d'objectifs, il faut se concentrer sur ce qui est essentiel. Mais toutes les organisations doivent poursuivre simultanément au moins deux types d'objectifs. Les objectifs externes puis les objectifs internes. Les objectifs externes concernent les populations qu'elles desservent. Améliorer la santé de la population, rendre des services accessibles, continus, globaux, de qualité ou satisfaisants sont des exemples d'objectifs externes des organisations de santé. Les objectifs internes concernent l'organisation elle-même. Faire des profits, se développer, acquérir de nouvelles technologies, arriver dans le budget ou réaliser les compressions budgétaires imposées sont des exemples d'objectifs internes. Toutes les organisations doivent poursuivre simultanément ces deux types d'objectifs, mais à des degrés différents. Les organisations à but lucratif mettent davantage l'accent sur les objectifs internes. Mais vous allez convenir, faire des profits, c'est leur raison d'être. Mais pour faire des profits, elles doivent aussi satisfaire les attentes de leur clientèle. Mais en contrepartie, on s'attend à ce que les organisations de santé mettent davantage l'accent sur les finalités externes. Améliorer la santé de la population est leur raison d'être. Mais pour ce faire, elles doivent aussi poursuivre et atteindre certains objectifs internes. Il en est ainsi de la réforme Barrette. La loi 10 stipule que la réforme entend favoriser et simplifier l'accès aux services pour la population et contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des services. Objectif externe. La réforme doit aussi accroître l'efficience et l'efficacité du réseau. Objectif interne. Je pense malheureusement que la réforme Barrette ne perçoit pas le caractère paradoxal de ces deux types d'objectifs. Il a été maintes fois répété que la réforme va réaliser les compressions budgétaires, objectif interne, sans affecter les services à la population, objectif externe. La réalité commence à révéler que ce n'est pas tout à fait le cas. Pour moi, il est de la responsabilité de l'évaluation de faire ressortir le caractère paradoxal de ces deux types d'objectifs dans les réformes que tentent d'implanter actuellement les CIUS. La deuxième implication de ce premier choix-là, c'est utiliser une stratégie 360 pour choisir les objectifs. Pour limiter le nombre d'objectifs à ce qui est essentiel, il faut donc utiliser une approche 360, c'est-à-dire une approche qui intègre le plus possible les objectifs essentiels de l'ensemble des acteurs impliqués dans ou touchés par la réforme, en incluant évidemment les patients et la population. Il ne faut pas se limiter aux objectifs essentiels d'un seul acteur, aussi important ou puissant qu'il puisse être, que ce soit le ministre ou le PDG de CIUS. Ici encore, je pense que l'évaluation a un rôle important pour faire ressortir justement l'obtention de cette vision 360 de ce qui est essentiel pour les différents acteurs. La troisième implication, c'est qu'il faut optimiser et non pas maximiser les objectifs. Je pense que Charles Perrow disait « satisfying, not maximizing ». Et dans le fond, c'est quoi? C'est parce que maximiser signifie l'atteinte du plus haut niveau. Et dans le fond, compte tenu du caractère souvent paradoxal de ces objectifs-là, maximiser l'atteinte d'un objectif, c'est susceptible de se faire au détriment de d'autres objectifs qui sont aussi jugés essentiels. Optimiser signifie l'atteinte du plus haut niveau possible. Le possible implique donc le respect de l'atteinte des autres objectifs. Il implique donc un compromis raisonnable
dans l'atteinte d'un objectif pour permettre l'atteinte d'un autre objectif. Ce compromis est particulièrement important entre les objectifs externes et les objectifs internes. L'atteinte des objectifs internes doit être valorisée uniquement et seulement s'il y a atteinte des objectifs externes, et non au détriment des objectifs internes. La deuxième composante de la stratégie, c'est, dans le fond, le choix des moyens. C'est vraiment de tenter de cerner les moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs. Évidemment, l'efficacité observée des moyens proposés constitue un critère de choix à privilégier. Mais là encore, l'utilisation de ce critère n'est pas si simple qu'il puisse paraître. Il est rare en organisation des services de santé qu'un seul moyen est utilisé pour atteindre un ou plusieurs objectifs. C'est généralement une configuration de moyens qui est utilisée comme telle. Une configuration, c'est un ensemble de moyens distincts qui sont généralement mis en place ensemble. C'est ce qui fait que ces moyens-là sont implantés simultanément, c'est leur perception d'une interdépendance qui existe entre eux. Chacun a besoin de la présence des autres pour fonctionner adéquatement. C'est d'autre part leur cohérence qui doit exister entre eux pour permettre aux organisations d'améliorer leur performance. Sans cette cohérence, les organisations ne performent pas et même ne survivront pas. La loi 10, un bon exemple d'une configuration de moyens. Pour atteindre les objectifs visés, la loi crée des établissements régionaux. La loi modifie les conseils d'administration, dont les membres sont maintenant nommés par le ministre. La réforme confie la direction de ces établissements-là à des PDG, qui sont aussi nommés par le ministre. Puis la réforme accorde des nouveaux pouvoirs au ministre, notamment celui de prescrire des règles relatives à la structure organisationnelle de direction. C'est donc l'ensemble de ces moyens-là qui sont susceptibles d'atteindre l'ensemble des objectifs visés. Il faut reconnaître que la configuration de la loi 10 a une certaine cohérence, la centralisation. Reste à savoir si elle va permettre l'atteinte des objectifs visés, qu'ils soient externes ou externes. Personnellement, j'en doute énormément. Mais il y a plus dans le choix des moyens. Les évidences sur l'efficacité des moyens reflètent le passé et non l'avenir. Il n'y a pas d'évidence sur la nouveauté. Il y a des évidences uniquement sur ce qui a déjà été tenté, le passé. C'est sûr, quand on regarde la réforme Barrette, il y a certaines évidences sur certaines de ses composantes, mais il n'y a pas des évidences sur toute la configuration des composantes. Il y a des évidences sur les effets de la centralisation sur la performance des établissements. L'Alberta en est un bon exemple. Il y a des évidences sur les effets de la taille sur les coûts. Il y a des évidences sur l'effet des fusions de vocations différentes, sur le métier des vocations, des différentes vocations pour chacun des établissements. Ce que je peux vous dire, c'est que les évidences ne pointent absolument pas dans la direction escomptée par la réforme. Ce qu'on doit faire quand il n'y a pas d'évidence scientifique sur l'efficacité des moyens envisagés, il faut faire deux choses. Il faut commencer varié et petit. Il faut expérimenter. On n'a éthiquement pas le droit d'implanter le même moyen partout et de prendre tout le Québec comme groupe expérimental sans groupe contrôle. Il faut commencer petit. C'est justement ce que la réforme ne fait pas. En l'absence d'évidence, on n'a éthiquement pas le droit de mettre tous nos œufs dans le même panier. Il faut donc commencer varié. L'autre élément qui est important qu'on n'a pas d'évidence, il faut évaluer continuellement les effets associés aux moyens implantés. Au fur et à mesure que les évidences s'accumulent, il devient alors légitime d'abandonner les moyens qui ne fonctionnent pas et de se concentrer sur les moyens qui fonctionnent. Il est alors légitime d'élargir graduellement la portée de ceux qui fonctionnent. Donc, de petits à variés, on passe graduellement à plus étendu et moins varié. Ma troisième composante, c'est l'appréciation des effets associés aux moyens utilisés. C'est certainement une composante essentielle de l'évaluation. Il y a au moins deux étapes dans cette composante-là. La première étape, c'est justement l'appréciation des effets. Mais contrairement à ce qui est souvent déclaré, cette étape ne doit pas être réalisée uniquement à la fin de la réforme. Elle doit se faire continuellement afin de corriger le tir si les objectifs ne sont pas rencontrés. Dans les essais cliniques randomisés,
Même les compagnies pharmaceutiques monitorent continuellement les effets de leurs nouveaux médicaments sur les patients. Et ça, justement, parce que les effets sur les patients ne sont pas connus. Ils veulent corriger le tir si jamais les effets s'avèrent négatifs. Pourquoi n'en est pas aussi ainsi de la réforme Barrett? Dans l'appréciation des effets, il est fondamental de différencier les effets externes des effets internes. Idéalement, la réforme permet d'atteindre simultanément les deux types d'objectifs. Il y a un problème majeur si l'évaluation révèle que la réforme permet d'atteindre que les objectifs internes et non les objectifs externes. La décision ne revient certainement pas à l'évaluation, mais dans une société démocratique, cette information doit être livrée à la population pour qu'elle puisse en débattre. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Mais pire encore, que faut-il faire si l'évaluation révèle que la réforme n'atteint ni les objectifs externes et ni les objectifs internes? Normalement, il faut arrêter la réforme. Mais, pour ce faire, il faut avoir les informations sur les effets sur une base continuelle. Nous ne l'avons pas avec la réforme Barrett. Ce que l'on a, c'est plus ou moins crédible. Le ministre a dit que l'engorgement des urgences était en train de se régler. Le commissaire à la Santé dit exactement le contraire. Le ministre a dit que la réforme s'effectue sans affecter le service à la population. La protectrice du citoyen dit que le principal effet de la réforme, c'est de limiter les services aux plus démunis. Pour la crédibilité de la réforme, il faut que les CIUS monitorent sur une base continue des effets qui lui sont associés. Ce rôle est excessivement important. La deuxième étape de l'appréciation des effets, c'est de déterminer la contribution relative des moyens à l'atteinte des objectifs visés. Dans le fond, c'est simple à dire, mais c'est difficile à faire. C'est très délicat. Pourquoi? Parce que l'influence des moyens n'est pas due uniquement à leur présence et à leur intensité. Elle est due à l'interdépendance des moyens, à l'interdépendance que les moyens entretiennent entre eux. Il est possible qu'une caractéristique ou qu'un moyen soit efficace uniquement quand d'autres moyens sont aussi présents. Il est possible qu'un moyen ne soit plus efficace quand d'autres moyens sont aussi disponibles. C'est cette interdépendance-là qui existe entre les caractéristiques d'une organisation. Par exemple, j'émets l'hypothèse que le mode de rémunération à l'acte des médecins est incompatible avec la prise en charge des clientèles lourdes, incompatible avec le travail en équipe multidisciplinaire et incompatible avec la délégation des actes. Il en est de même des caractéristiques de l'environnement. Certaines caractéristiques des organisations n'ont pas les mêmes effets sur l'atteinte des objectifs selon le contexte dans lequel elles évoluent. Certaines caractéristiques peuvent avoir des effets positifs dans certains contextes, puis négatifs dans d'autres. Il est faux de dire, comme le fait le ministre, que les problèmes sont les mêmes partout et que les solutions sont même aussi les mêmes partout. Même si les problèmes sont les mêmes partout, les solutions se doivent souvent d'être différentes selon les contextes et selon les acteurs. C'est une tâche cruciale de l'évaluation d'apprécier les effets des interactions entre les caractéristiques d'une organisation et celles de leur environnement sur l'atteinte des objectifs, et de dire haut et fort quelles sont les caractéristiques qui sont compatibles à l'atteinte des objectifs et quelles sont les caractéristiques qui sont incompatibles à l'atteinte des objectifs. La quatrième et dernière composante, c'est l'appréciation des effets secondaires indésirables des réformes. Ce n'est pas tout d'apprécier si les moyens utilisés permettent ou non d'atteindre les objectifs escomptés. Dans toutes les réformes, il y a des objectifs qui sont escomptés, mais il y a aussi des effets indésirables qu'il faut cerner. Ça aussi, c'est le rôle de l'évaluation. On ne connaît pas les effets indésirables de la réforme Barrett, ni leur ampleur, parce qu'elles ne font pas l'objet d'un suivi systématique. Les effets indésirables concernent certainement la limitation des services aux plus démunis. Ils sont susceptibles de concerner aussi le personnel du réseau, qui, soit dû à l'alourdissement des tâches ou au manque de sens de leur travail, a comme conséquence des prises de retraite prématurées, des congés de maladie plus nombreux et plus longs. Ils peuvent concerner aussi le transfert des services et des ressources du public au privé. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des effets indésirables de la réforme Barrett. C'est aussi le rôle de l'évaluation, de faire ressortir les effets indésirables de la réforme.
En conclusion, il est clair que l'évaluation a une contribution très importante à apporter dans le cadre de changement actuel du réseau. Son rôle consiste essentiellement à aider le preneur de décision à orienter les changements pour permettre l'atteinte des objectifs poursuivis. La priorité de tels changements va être l'atteinte des objectifs externes. L'une des composantes majeures de la stratégie, c'est de suivre continuellement la mise en place des changements pour être certain qu'ils atteignent les objectifs visés ou encore pour corriger le tir au besoin. Une telle conception de l'évaluation requiert une dose d'humilité de la part du preneur de décision. Humilité parce que l'évaluation peut démontrer que l'intuition initiale du preneur de décision n'était peut-être pas la meilleure. Je pense qu'il faut reconnaître que l'humilité n'est pas la principale caractéristique de M. Barrette.